Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 8 décembre et c'est la journée mondiale du climat. Merci à vous qui êtes derrière vos écrans pour suivre ce webinaire où nous allons parler incendie. Nous avons vécu un été sans précédent, des feux d'une durée inédite, d'une puissance inédite et surtout aussi à des endroits auxquels on ne les attendait pas. Avec nous pour en parler, ce jour, deux intervenants. Je vous présente Christophe Barbe, directeur des délégations PACA et Corse au Centre national de la protection forestière, et Albert Maillet, directeur forêt et risques naturels à l'Office national des forêts. Avant de leur céder la parole, quelques modalités d'organisation. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure, une présentation qui va durer autour des 35 minutes, puis une série de questions-réponses que vous pouvez poser dans le chat. Sachez que cette séquence est enregistrée et sera mise en ligne demain sur notre site onf.fr. C'est à vous. Merci Françoise, donc Albert Maillet de l'Office national des forêts. Je vais donc commencer cette présentation par quelques éléments de bilan de cet été 2022 dont on vient de vous dire qu'il était assez exceptionnel à plusieurs titres. Alors, quand on regarde l'historique sur, en gros, le dernier demi-siècle des statistiques feux de forêt, on se rend compte que l'année 2022 fait partie des années exceptionnelles. On se rend compte également, d'après les données des Météo France, qu'après l'année 1976, c'est la deuxième année la plus sèche de la série historique, et qu'après l'année 2003, c'est la deuxième année la plus chaude de la série historique. Donc c'est une année record à ces deux titres-là, mais surtout c'est une année exceptionnelle au motif que c'est la seule année qui cumule les deux facteurs que je viens d'indiquer, sécheresse record et chaleur canicule record. Le deuxième point qui est important à avoir en tête quand on regarde ces statistiques, c'est que quand on regarde la répartition géographique des feux, on a une répartition qui ne ressemble pas du tout aux répartitions historiques, puisque, alors que d'habitude on a l'essentiel des feux qui sont concentrés dans le grand quart sud-est de la France, cette année 2022, on a quelque chose de beaucoup plus équilibré, avec une partie très importante brûlée dans le sud-ouest, et sur la deuxième moitié, de parties à peu près équilibrées entre la zone sud-est et le nord de la France. Cette répartition un peu atypique traduit l'irruption dans le phénomène risque d'incendie des forêts de l'évolution du changement climatique qui conduit effectivement à une extension géographique de ce risque sur une partie du territoire national beaucoup plus vaste que celle qui était concernée jusqu'à présent. Et cette situation n'a rien d'exceptionnel pour 2022, puisque si on regarde les projections qui ont été faites à court, moyen et plus long terme avec l'aide de Météo France, on se rend compte sur les cartes nationales que ces zones de sensibilité au risque d'incendie, de sensibilité de la végétation au risque d'incendie, à l'horizon de 2050, vont avoir une couverture spatiale au niveau du territoire national qui est beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, avec notamment des choses qui vont se déployer beaucoup plus fortement dans la moitié ouest du pays et aussi dans la grande partie centre et bassin parisien du pays, sachant que dans les zones historiquement déjà soumises à l'incendie, elles le restent évidemment, mais la situation va s'aggraver en intensité et en durée pendant l'été. Alors, ça devait arriver. Pour la forêt privée, alors déjà, préciser un peu ce qu'est le CNPF, hein, c'est un établissement qui regroupe 450 personnes, c'est le Centre national de la propriété forestière. Il y a 10 délégations en France, avec une partie R&D, hein, c'est l'IDF, le SUF-IDF, une partie autour du carbone, hein, le SUF carbone, et une direction générale. Comme le disait Albert, on a surtout remarqué des feux là où il n'y en avait pas forcément avant. Hein, je parle par exemple de la Bretagne, hein, Bretagne où c'est
Saint-Michel-de-Braspar ou les Monts d'Arrée, où il y a eu des grands feux, c'est pas habituel. C'est arrivé aussi dans une majorité de forêts privées. Hein. Plus de 3000 propriétaires en France ont été impactés par ces incendies, notamment plus de 1700 hein, en Nouvelle-Aquitaine, avec les grands feux que l'on a connus. Donc de plus en plus de propriétaires sont impactés sur ces incendies et sur des secteurs pas connus. En Aura, par exemple, l'Ardèche a été impactée cette année, mais il y a eu aussi l'Isère. Hein, et là, c'est plus rare aussi. Donc après cette présentation du bilan de l'été 2022, quelques mots sur le contexte dans lequel ces problématiques de feux de forêt interviennent. Le premier élément très important à avoir en tête, c'est qu'en France, et ça n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, mais en France, la proportion de feux d'origine naturelle, c'est-à-dire déclenchés essentiellement par la foudre, est très faible. Elle est de 10%. Ça veut dire à contrario que 90% des mises à feu en France sont des mises à feu qui ont des causes humaines. Alors, pour la très grande majorité d'entre elles, ce sont des causes accidentelles. On aura l'occasion de détailler un peu les choses tout à l'heure. Et pour une fraction minoritaire, mais qui peut donner des résultats graves, parce que les mises à feu sont alors mises dans des conditions difficiles, de lutte difficile, on a une petite fraction de mises à feu criminelles. Mais l'essentiel sont des mises à feu d'origine humaine, d'origine accidentelle. Parce que ce sont des mises à feu d'origine humaine, d'origine accidentelle, ça ouvre les possibilités à un dispositif, une action de prévention efficace à partir du moment où on arrive à sensibiliser les populations à ce risque. Et cette sensibilisation des populations à ce risque, elle passe par des dispositifs d'information préventive qui sont relayés par toute une série de supports et présente ici un certain nombre d'affichettes qui ont été déployées l'été dernier par des campagnes de communication gouvernementale, donc des affiches un petit peu génériques qui rappellent les points essentiels à avoir en tête à la fois pour prévenir les départs de feu ou pour se protéger du feu, et puis quelques affichettes un petit peu plus spécifiques sur des causes de mise à feu fréquentes, sur lesquelles l'effort que peuvent faire les uns et les autres en matière de vigilance est important si on veut réduire le risque de mise à feu. Donc il y a le cas des mégots, il y a le cas de tout ce qui est événements festifs, barbecue, et puis il y a le cas de tout ce qui est travaux. Alors, soit des travaux de nature professionnelle, en milieu agricole, en milieu forestier, dans le milieu du BTP, soit des travaux réalisés par des personnes à titre individuel, et qui peuvent être aussi des éléments de cause de mise à feu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que un certain nombre d'activités qui sont banales, anodines, pendant la période hivernale ou pendant la période hors risque de feu, peuvent devenir dangereuses pendant les périodes où la sécheresse et la chaleur et le vent sont importants. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Une activité banale peut devenir anodine, peut devenir dangereuse quand elle est conduite dans des conditions climatiques qui augmentent le risque de feu. Et ça, c'est donc le problème de tout le monde. Tout le monde est concerné par ces activités. Sachant que quand on dit 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, ça ne veut pas dire d'origine intentionnelle. Tout à fait. D'origine humaine, ça veut dire qu'il y a eu la mise à feu est liée à une action humaine. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'action humaine, la plupart du temps, c'est une action accidentelle. C'est un événement accidentel. C'est quelqu'un qui met le feu sans avoir voulu mettre le feu, mais qui, par un comportement qui présente un certain risque, conduit à une mise à feu. Voilà. Après, il existe effectivement aussi une petite fraction de mise à feu criminelle.
Ensuite, le feu, hein, comme vous en doutez, ne connaît pas de limite de propriété. Hein. Donc, il s'agit ensuite de travailler et de réfléchir à l'échelle du massif forestier. Alors, réfléchir comment à l'échelle du massif forestier, c'est travailler avec l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient privés, publics et privés, hein, à essayer de réfléchir à l'aménagement, à des travaux d'infrastructure, des pistes, des pare-feux. Et donc c'est une réflexion un peu en amont de l'aménagement d'un massif. Hein. On travaille de manière coordonnée avec les voisins, avec les propriétaires voisins. On fait des campagnes d'information, des affiches, hein, ce qu'on fait une éclaircie par exemple. On explique ce qu'on fait, pourquoi on fait l'éclaircie. Les accès, forcément, ça dessert plusieurs propriétés. Hein. Donc réfléchir aussi à la meilleure disposition de ces accès, la mise en place aussi de citernes, de bandes. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit là, par exemple, hein, sur la photo de droite, sans doute en Nord-Ardèche. Hein. Mais voilà, c'est le genre de citernes qui sont disposées de façon réfléchie au sein d'un massif forestier. Ça va aussi à aller jusqu'à l'entretien. C'est bien beau d'arriver à positionner ces différentes dessertes au bon endroit, mais il faut aussi ensuite assurer leur entretien pour que les pompiers, par exemple, puissent y accéder H24. Hein. Parce qu'il y a les dessertes, donc c'est les pistes forestières qui permettent aux secours d'accéder. Alors, les dessertes servent aussi à sortir du bois, bien sûr, hein, mais ça sert aussi aux pompiers, à la sécurité, d'accéder dans ces massifs pour pouvoir aussi éteindre au plus près du feu. Hein. Et donc, il faut qu'elles soient effectivement entretenues, référencées, libres d'accès, parce qu'on voit souvent des barrières en forêt, mais il faut que les pompiers puissent y accéder. Hein, donc il y a toute une réflexion, je dirais, en amont. C'est une gestion de massif à avoir. Après, sur la gestion des forêts, c'est un peu, je dis, on parle, voilà, il faut tout couper, il n'y aura pas de feu. Non, halte aux idées reçues, je dirais. Il faut arriver à regrouper les propriétaires, par exemple, différents propriétaires, à gérer à planifier une gestion forestière, hein, couper un peu plus fortement aux abords des routes, des chemins d'accès, hein, et peut-être aller de proche en proche ensuite. Après, il y a une notion de travailler en fonction des risques. Faire une éclaircie, par exemple, diminue la masse combustible. Hein. Alors le feu, ça n'arrêtera pas forcément le feu, ça le ralentira sans doute. Donc diminuer cette masse combustible, c'est aux abords des pistes d'F6, ce que je disais tout à l'heure, c'est faire un peu plus de coupe, enlever peut-être le sous-étage, pour que le feu il ne se propage pas, hein, à partir des routes. On l'a dit tout à l'heure, Albert l'a dit, un accident, un mégot. Bon, si on dégage aux abords des routes, on limite le risque, là. Hein. Et puis après, il y a aussi au niveau des habitations, hein, appliquer les obligations légales de débroussaillement, ça aussi, c'est un enjeu important. Je crois qu'on va parler tout à l'heure. Et je redis, voilà, c'est une gestion de massif avec les différents propriétaires. Merci. Comment se propage un incendie? Oui, alors la gestion de massif dont on vient de parler, au-delà donc de l'équipement du terrain, hein, le fait de gérer les forêts qui sont à l'intérieur de ce territoire équipé, c'est très important parce que quand on comprend la manière dont se développe et se propage un feu, on voit assez rapidement en quoi une gestion active peut contribuer à ralentir effectivement la propagation de ce feu. Alors comment fonctionne un feu de forêt? Un feu de forêt commence par démarrer à partir d'une cause de mise à feu au niveau des éléments fins du sol, et puis ensuite il va gagner et gagner en puissance en se transmettant à la strate arbustive et du sous-bois, et c'est là qu'il prend toute sa puissance, qui lui permet ensuite d'atteindre les cimes et se déployer. Donc on voit que dans ce mécanisme dynamique, si on casse un des éléments de continuité qui est dans le système, en enlevant notamment une partie de la biomasse à travers ce qui a été dit tout à l'heure, hein, des éclaircies, de la gestion, eh bien on gêne quelque part la dynamique en question. Là, je raisonne sur le plan de la stratification verticale. On pourrait avoir le même raisonnement sur le plan de
l'organisation spatiale dans le sens horizontal. Si on introduit des hétérogénéités dans le système, effectivement, ça va gêner. Ça va gêner la propagation du feu. Ça ne l'arrêtera pas forcément, mais ça va la gêner. Et donc ça va aider les services d'incendie et de secours, les services de lutte, à pouvoir attaquer dans de meilleures conditions, avec une meilleure probabilité de succès, le front de flamme. Alors là, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de la manière, je dirais, d'équiper le terrain, de préparer la gestion forestière, en gros de faire en sorte que le territoire soit le mieux armé possible le jour où un feu viendrait à éclore sur ce territoire. Après, pendant la scène elle-même, il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées, qui sont menées, et ces actions, l'Office national des forêts aujourd'hui les mène pour le compte de l'État et sous l'autorité de l'État et à la demande de l'État dans l'ensemble des départements de la zone sud-est. Et c'est une panoplie, en fait, c'est une boîte à outils, c'est une panoplie d'interventions qui sont citées et listées dans cette diapositive. Donc il y a tous les travaux de prévention avant saison, on vient d'en parler, je n'y reviens pas. Ensuite, il y a tout un système de patrouille et de détection, de surveillance, afin de repérer le plus rapidement possible les départs de feu, puisque une des bases de la stratégie de lutte contre les incendies de forêt française, c'est l'attaque des feux naissants, l'attaque la plus rapide sur les feux naissants, selon un principe. Un feu qu'on tue dans l'œuf ne devient pas un grand feu. Donc on a intérêt effectivement à intervenir le plus vite possible. Ces patrouilles, elles ont aussi comme rôle de vérifier la bonne application des obligations légales des broussaillements qui ont été évoquées juste avant. Et puis, après incendie, une fois que l'incendie est passé, il y a un certain nombre de missions qui vont être menées sur la recherche des causes, la détermination des causes de mise à feu. Pourquoi c'est important d'essayer de déterminer les causes de mise à feu? Parce que à travers la connaissance de ces causes, on va pouvoir orienter de façon plus efficace les programmes de prévention dont je parlais tout à l'heure en termes de messages à faire passer auprès d'un certain nombre d'activités ou d'acteurs qui peuvent accidentellement mettre le feu. Et puis après cette recherche des causes, qui est-ce qui les mène? Alors, cette recherche des causes, elle est faite évidemment sous l'autorité de l'État et sous l'autorité des services judiciaires, et elle est faite par des équipes pluridisciplinaires qui en général sont composées de pompiers, forestiers, gendarmes et policiers. Donc, une fois que le feu est passé, il y a tout un travail qui est fait avec l'ensemble des partenaires. C'est un travail collectif de retour d'expérience et d'analyse des risques qui peuvent se produire après un incendie. Parce qu'un incendie, ça a un impact immédiat, mais ça peut avoir aussi des effets collatéraux, puisqu'en général, les gros orages dans nos régions se font en fin d'été et à l'automne. Donc si on est sur un terrain incendié qui vient d'être dénudé, ça peut entraîner un certain nombre de risques collatéraux, de chute de blocs, d'érosion de terrain, de glissement de terrain, etc. Donc tout ça est à étudier en analyse risque post-feu. Et puis surtout, dernier élément, là aussi en partenariat, c'est qu'est-ce qu'on fait après un incendie pour favoriser la cicatrisation des milieux, la réhabilitation, le réaménagement des territoires dans le sens d'une meilleure résistance, une meilleure résilience à d'éventuels incendies futurs. Alors, comme on le voit, hein, c'est un travail, on parlait tout à l'heure de gestion de massif, mais c'est aussi un travail en lien avec de nombreux partenaires et qui peut, je dirais, être un peu différent d'une région à une autre. Si on sépare un peu caricaturellement, on va dire, il y a une zone est et une zone un peu ouest, sud-ouest. Hein. Si je commence par la zone sud-est, hein,
Bon, c'est celle que je connais un peu le mieux, hein, parce que moi je suis de PACA et de Corse. Je parlais tout à l'heure d'aménagement dans les forêts, de réserves d'eau, de pistes, etc. Ces aménagements sont souvent financés, et pour être financés, il faut qu'ils soient compris dans un plan de prévention de défense contre l'incendie. Ce plan de prévention peut être au niveau régional, départemental, ou voire beaucoup plus local. Hein. Donc voilà, donc il y a ça aussi, donc il y a ça qui peut aider, hein, cet aspect de prévention. En PACA toujours, il y a une entente, il y a l'entente qui regroupe 15 départements, qui comprend l'État, la région, la sécurité civile, et j'en oublie, pour travailler ensemble sur cette prévention. On travaille nous aussi au niveau du CNPF sur l'aspect regroupement des propriétaires avec des associations syndicales de gestion forestière. Une info aussi, ça c'est tout récent, c'est en mai 2022, au sein de la commission régionale de la forêt et du bois PACA, on a créé un comité de prévention incendie, un comité DFCI, pour réfléchir ensemble sur ces aspects de prévention. Si je prends maintenant l'aspect plus sud-ouest, il y a une particularité qui est assez intéressante, c'est depuis les années 50, suite à une ordonnance d'avril 1945 de mémoire, on a créé des associations syndicales agréées de défense contre l'incendie. Hein. Donc c'est un système qui est cofinancé par les sylviculteurs qui permet de garantir l'entretien des pistes, la bonne utilisation, le bon accès, le curage des fossés, etc. Hein. Donc voilà, deux façons un peu de travailler. Et bien sûr, on réfléchit aussi avec les chercheurs, hein, sur l'aspect propagation des feux par rapport au relief, par rapport à la sylviculture, etc. Donc c'est vraiment un travail qui ressemble de multiples partenaires. Pardon. Et pour terminer ? Pour terminer, c'est un peu aussi le travail du CNPF, c'est l'aspect sensibilisation, l'aspect développement. Hein, et donc on a travaillé en partenariat avec l'ONF à rédiger une bande dessinée, hein, que je montre à l'écran, qui reprend un petit peu que faire, qui essaye de vulgariser cette gestion forestière d'une part, qui fait quoi en forêt, c'est quoi l'ONF, c'est quoi le CRPF, et justement sur ces aspects aussi, incendie et prévention. Donc c'est l'écureuil Cuirou qui reprend un peu ces différentes composantes. Voilà. Merci messieurs pour cette présentation. On a un certain nombre de questions. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. J'avais une première question. Les forestiers vont-ils planter des essences d'arbres différentes ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a dit en introduction, une des raisons pour lesquelles le risque d'incendie en 2022 et sans doute dans le futur va s'accroître et en durée et en extension spatiale, ce sont les questions de changement climatique, d'évolution climatique. Et ces questions d'évolution climatique, indépendamment du sujet incendie de forêt, sont des questions qui vont fragiliser la forêt telle qu'elle est aujourd'hui, puisque les simulations qui ont été faites ont montré qu'il y a un certain nombre d'espèces forestières aujourd'hui, dans certains contextes, à certains endroits, qui, face à ce changement climatique, demain, vont se retrouver en situation de ce que j'appellerais un inconfort climatique, c'est-à-dire un décalage entre leur tempérament et les conditions climatiques de demain, qui seront assez différentes de celles d'aujourd'hui, avec une évolution de ces conditions climatiques qui peut être rapide. Or, on sait qu'une forêt qui est sous stress, qui est mise en difficulté par ces phénomènes, c'est une forêt qui peut avoir des dépérissements plus importants, qui peut avoir des attaques sanitaires plus importantes, donc qui peut être plus sensible, notamment aux questions de risque d'incendie. C'est la raison pour laquelle on travaille, mais bien au-delà de la question du risque d'incendie, on travaille à la question de l'amélioration de la résistance et de la résilience des forêts face à l'évolution climatique future, à travers une approche qui cherche à diversifier le choix des essences, à diversifier les systèmes de sylviculture, en gros, à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et à imaginer des systèmes de gestion aptes à résister, je dirais, ou à mieux résister à des évolutions dont on connaît aujourd'hui le sens, hein, mais dont on ne connaît pas forcément de manière très précise
la rapidité et la teneur. Donc pour répondre à la question, oui, la diversification des essences, oui, la diversification des modes de sylviculture font partie des réflexions qui sont au cœur de nos réflexions de gestionnaires aujourd'hui. Tout à fait d'accord, avec juste quelques difficultés supplémentaires, parce que suivant les régions, on aura un choix plus ou moins large, plus ou moins grand d'essences qui se rendront compliquer cette régénération en fait. Très bien. Beaucoup de questions. Il y a une question sur est-ce qu'on peut qualifier cet été de méga feu, ce qu'on a vécu, et est-ce que c'est appelé à devenir la norme, entre guillemets? Alors, la question le terme méga-feu est un terme qui est très parlant, je dirais, mais qui est effectivement un peu difficile à caractériser, parce que tout dépend en fait de quelque part du référentiel mental qu'on a en tête quand on parle de méga-feu. Un méga-feu en France, c'est pas un méga-feu aux États-Unis, c'est pas un méga-feu en Australie. On est dans des rapports de surface qui sont de 1 à 10, voire de 1 à 100 avec ces pays-là. Donc c'est une notion relative, le méga-feu. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir, je l'ai dit tout à l'heure, des situations de risque climatique plus dures, plus longues, et que donc, comme l'intensité du risque, elle est quand même très corrélée aux problématiques climatiques, on aura effectivement des situations de feu importants qui risquent d'être plus importantes demain qu'elles ne le sont aujourd'hui ou qu'elles ne l'étaient hier. Il faut aussi se souvenir de ce qu'il y a eu il y a quelques années, les grands feux qu'il y a eu en Grèce aussi. Et l'association Forêt Méditerranée a fait un document là-dessus. C'est ce qui pourrait nous arriver, tout à fait, oui. Une question sur la technologie autour de ces incendies. Utilisez-vous des données satellites afin d'anticiper et prévoir les feux de forêt? Alors, par rapport à la problématique risque feu de forêt, évidemment que les technologies et notamment les nouvelles technologies, sont des atouts, sont des éléments importants. Elles ont chacune leurs atouts, leurs inconvénients, leurs avantages. Donc l'idée, c'est pas de tout miser sur une seule technologie, mais c'est de travailler avec un cocktail de technologies. Et dans ce cocktail de technologies, effectivement, l'approche de données par satellite est un élément important. Mais il y en a d'autres, hein. C'est pas le seul. Et notre démarche, c'est justement de tirer le meilleur parti des différents outils de cette boîte à outils, de ce cocktail, pour arriver à quelque chose qui, de manière synergique, est le plus efficace possible. Alors le plus efficace possible à la fois pour faire de la prévention, de la prévision, de la prédiction, de la modélisation, mais également du suivi a posteriori. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un travail de multi-acteurs, entre les chercheurs, les drones, les satellites, etc. Des questions autour de la biodiversité. Est-ce qu'on a pu faire une évaluation de l'impact des incendies sur la biodiversité et notamment la faune? Alors, il y a eu effectivement pas mal d'études de fait sur les impacts du passage d'un feu par rapport à la biodiversité, faunistique ou floristique d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Le résultat dépend beaucoup d'abord du type de milieu dans lequel se développe l'incendie, dépend beaucoup des caractéristiques de l'incendie. En termes médiatiques, la gravité d'un incendie est mesurée souvent à sa surface, mais en termes d'impact écologique, c'est la puissance thermique qui est surtout l'élément important. Un petit feu, mais qui est très violent, va plus détruire le milieu qu'un grand feu moins violent. Même si la surface, effectivement, touchée est plus forte. Donc l'effet de surface, il est très visible sur les paysages, il est très visible mais sur l'impact écologique, c'est bien la puissance thermique qui est le premier facteur. Or, cette puissance thermique, elle dépend de beaucoup de facteurs. Elle dépend effectivement de la nature du combustible, sa densité, des conditions climatiques, etc., etc. Et en fonction de tout ça, la capacité de cicatrisation naturelle des milieux va être très variable.
Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de réponse unique. L'autre élément à avoir en tête par rapport à cette question, c'est que le facteur important d'impact, c'est aussi la fréquence de retour du feu sur les mêmes sites. Plus cette fréquence est faible, plus le milieu a du temps pour se régénérer, se cicatriser naturellement. Plus cette fréquence est forte, moins il aura le temps de se remettre du passage du feu. Une question plutôt pour Christophe Barbe. Nos interlocuteurs peuvent-ils nous expliquer les difficultés qu'ils rencontrent quand il faut créer de nouveaux accès pompiers et coupe-feu? Je crois qu'il y a un gros souci lié à la fragmentation des propriétés forestières. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est arriver à travailler avec les voisins, hein, que ce soit privé ou public. Nous, notre cœur de métier, hein, c'est dans nos missions, c'est de regrouper les propriétaires, hein, et donc arriver à les faire travailler ensemble, à leur faire des plans de gestion en commun, hein, et donc réfléchir ensemble à des aspects de desserte, de desserte d'EFCI, de desserte forestière, d'aménagement du massif en fait. Hein. Donc c'est vraiment ce travail en commun et faire adhérer les propriétaires à un projet de gestion de leur massif. Alors il y a plusieurs questions autour de cette idée. Y a-t-il contradiction entre OLD, obligation légale de débroussaillement, et on sait que c'est un point important dans la prévention, et protection de la biodiversité? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le dispositif des obligations légales de débroussaillement n'est en fait pas un dispositif de débroussaillement en forêt. C'est un dispositif de débroussaillement, de protection de proximité des habitations qui sont situées en forêt ou à proximité de la forêt. Mais la fonction première de ce débroussaillement, c'est de protéger l'habitation, c'est de mettre l'habitation en protection et notamment de favoriser, de permettre aux pompiers qui viendront défendre cette habitation si le feu arrive, de le faire dans des conditions de sécurité suffisantes. Donc ça n'a rien à voir avec un débroussaillement qu'on ferait en plein massif forestier. On est vraiment dans une logique de protection d'habitation. C'est pour ça que je dirais la question de la biodiversité, c'est une question de massif forestier. La question de l'OLD, c'est une question de protection d'équipements humains qui sont au contact, effectivement, des massifs. Après, je dirais aussi, moi, si je prends l'expérience de l'incendie il y a un an du massif des Morts, de la plaine des Morts. Oui, très gros incendie. Très gros incendie, dans une réserve naturelle. C'est une question de juste milieu. Est-ce qu'il faut interdire ou pas la gestion forestière par rapport à la protection de l'environnement? Et donc, c'est une réflexion à faire en concertation avec, justement, avec ces différents acteurs, hein, pour arriver à faire un minimum de gestion visant à réduire la masse combustible. Une question de Samuel qui nous demande si un partenariat ou peut-être des échanges sont envisagés avec les forestiers européens. C'est quelque chose qui se met en place? Ou pour l'instant, chaque pays est un peu sur ses positions? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les organisations forestières au niveau européen sont très différentes d'un pays à l'autre. Hein. C'est notamment lié au fait que les organisations administratives des différents pays ne sont pas les mêmes. Hein. La France est un pays centralisé, même s'il y a des régions. D'autres pays ont des systèmes beaucoup plus régionalisés, avec d'ailleurs des systèmes du coup de prévention et de lutte qui sont totalement conçus au niveau des régions et pas au niveau des États. Ceci étant dit, cette diversité n'interdit absolument pas les échanges et le partenariat avec les pays étrangers. Et on en a un grand nombre, à travers d'ailleurs des programmes européens soutenus par l'Union européenne, en termes de connaissances, d'innovation, de recherche, parce que c'est finalement l'élément qui est commun à tous les pays. Après, la traduction de ces apports méthodologiques, de ces apports scientifiques dans l'organisation de chaque pays. Là, comme je disais tout à l'heure, les organisations étant différentes, il faut que les pays reprennent en main la chose. Mais en amont, cette espèce de corpus commun de savoir-faire et de capacité à faire, oui, ça fait l'objet aujourd'hui de programmes européens largement partagés. Et puis je peux citer par exemple l'exemple de PACA, avec l'association Forêt Méditerranéenne, qui réfléchit, je dirais, sur les grandes thématiques de la forêt méditerranéenne, ses spécificités, les aspects incendies, et avec des voyages d'études un peu partout en Europe pour voir un petit peu, Europe du Sud, un petit peu ce qui se passe en matière d'incendie.
Alors une question qui fait beaucoup parler. Sur les essences pour l'adaptation au changement climatique et l'amélioration de la résilience des forêts, le comité français de l'UICN travaille sur le sujet. Il faut être vigilant à ne pas introduire d'espèces exotiques qui peuvent avoir un caractère envahissant ou déséquilibrer la composition des écosystèmes forestiers, faune, fonges, autres végétaux. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut évoluer vers de la diversification, il y a plusieurs stades dans cette question de diversification. Le premier stade, c'est qu'aujourd'hui, on a des forêts, dès à présent, qui sont des forêts qui, en général, ont une certaine diversité d'espèces et d'essences présentes. Hein. La forêt française est quand même en Europe une des forêts les plus riches en espèces. Donc le premier sujet, c'est de regarder dans ce cocktail d'espèces qui existe déjà aujourd'hui, s'il n'y a pas nécessité de rééquilibrer un peu les doses du cocktail entre les essences qui sont aujourd'hui très dominantes et celles qui demain mériteraient peut-être de l'être à la place des essences actuelles, mais encore une fois en restant à l'intérieur du cocktail d'essences dont on dispose. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la migration assistée. La migration assistée, on travaille toujours avec des essences qui sont déjà présentes en France, mais simplement on va jouer, parce que la France est là aussi un pays qui a finalement une diversité climatique territoriale forte, on va jouer sur le fait que des essences qui aujourd'hui sont en zone méditerranéenne peuvent devenir demain, dans un futur proche ou lointain, des essences intéressantes dans des zones aujourd'hui non méditerranéennes, mais qui pourraient se retrouver demain dans des conditions climatiques proches de la zone méditerranéenne française actuelle. Mais là encore, on reste avec des essences qu'on connaît. On a fait par exemple une expérience assez particulière en faisant migrer comme ça, de manière volontaire et assistée, des hêtres du massif de la Sainte-Baume dans le Var, dans le massif de Verdun. Voilà. Et puis le troisième élément, c'est effectivement que dans certains cas, avec l'évolution climatique, il peut y avoir des franges géographiques et climatiques de la France qui sortent demain des limites climatiques que notre pays connaît aujourd'hui. Et c'est là où effectivement on peut commencer à réfléchir à quelles sont les espèces possibles qui existent aujourd'hui dans des territoires qui ont un climat qui correspondrait à ces fameux climats autres que ceux qu'on rencontre sur le territoire national. Mais là, on est bien d'accord, je rejoins tout à fait la remarque qui est faite, c'est un processus qui doit être fait, mais qui doit être fait de manière maîtrisée, avec prudence, et surtout de manière très contrôlée et très suivie. Et si on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un problème, qu'on puisse arrêter les choses. Une question sur les propriétaires privés. Quels outils leur donnez-vous pour mettre en place ces préconisations, notamment pour le cas des forêts morcelées ? L'urgence est bien présente, la création d'associations de propriétaires prend du temps. Alors oui, la création d'associations de propriétaires prend du temps. Je le rappelais tout à l'heure, au niveau français, on est 450 agents, donc ça prend du temps. Il y a plus de 3 millions de propriétaires. Il faut les faire adhérer à un projet commun, faire un diagnostic de leur massif, arriver à ce qu'ils fassent faire par des coopératives ou des experts forestiers un plan de gestion concerté. Oui, ça prend du temps de mettre tout le monde d'accord et faire adhérer tout le monde à un projet, tout à fait, oui. Une question sur la pâture, les mises en pâture pour débroussailler. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent, d'intéressant ? Dans les présentations qu'on a dit... Pour les forêts méditerranéennes, j'aurais dû préciser. Dans les présentations qui ont été faites tout à l'heure, on a bien insisté tous les deux sur le fait que la quantité de combustible présente sur un territoire est quand même un des facteurs, à côté du climat, est quand même un des facteurs qui est très directeur dans la puissance d'un feu. Donc tout ce qui peut permettre de diminuer ces quantités de combustible va dans le bon sens par rapport au risque d'incendie. Alors, on peut le faire à travers des sylvicultures adaptées qui favorisent effectivement la maîtrise de ce combustible, mais on peut le faire aussi par l'intervention
d'activités, et le pastoralisme en fait partie, qui, en consommant une partie de la strate herbacée, ou en ayant un impact physique par son seul passage sur la strate arbustive, contribue effectivement à baisser la quantité de biomasse présente. C'est pas vraiment une question, c'est un témoignage de Vincent qui est chargé d'opérations environnement à la mairie d'Istres et qui dit que ça serait bien que l'ONF s'associe au CNFPT, donc les Centres nationaux de la formation publique territoriale, pour créer des formations sur les OLD. C'était une suggestion, pas une question. J'ai aussi une question là pour l'ONF. De Maxime, est-ce que la MIG, Mission d'intérêt général DFCI, donc Défense de forêt contre l'incendie, va-t-elle être étendue sur le territoire national? On rappelle qu'aujourd'hui, elle était concentrée sur, mais je vais vous laisser terminer, sur la zone dite Prométhée. Alors effectivement, jusqu'à présent, cette mission d'intérêt général était concentrée sur la zone dite Prométhée. La zone dite Prométhée, c'est 15 départements du sud-est de la France. Et effectivement, suite aux incendies de 2022, il y a une procédure qui est en cours de mise en place pour que dès l'été 2023, on commence à enclencher un dispositif d'extension progressive de ce type de mission à des territoires allant au-delà de cette zone historique. Alors, en zone Prométhée, pour monter le dispositif qu'on a aujourd'hui, ça a pris des décennies. Donc on ne va pas faire, on va pas répliquer en un claquement de doigts d'un seul coup le dispositif tel qu'il existe dans le sud-est, dans ces nouveaux territoires à risque, mais on va progressivement faire percoler un certain nombre de techniques, d'interventions sur lesquelles on a acquis dans le sud-est une grosse pratique vers ces nouveaux territoires. Oui, ça fait partie des projets prévus dans le cadre de l'extension de la mission d'intérêt général. Une question de Marie-Élise qui dit que vous avez évoqué la suppression du sous-étage forestier pour limiter la propagation des incendies. Est-ce que des études prouvent cette corrélation? Première question. Et deuxième question, est-ce que la lutte contre les incendies entre en contradiction avec une sylviculture à couvert continu prônant la régénération naturelle des forêts? Là, question de sylviculture. Sur la première question, je n'ai pas dit que l'objectif était de supprimer le sous-bois, parce que de toute façon, et on l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de débroussailler toute la forêt, il s'agit à travers des sylvicultures adaptées de maîtriser un développement trop puissant de ce sous-bois. Donc il ne s'agit pas de suppression, il s'agit plutôt de maîtrise. Et pourquoi c'est important? Par rapport à la deuxième question, est-ce que c'est démontré la corrélation? Ben oui, la corrélation, c'est une règle de physique de base. C'est que dans un incendie, la quantité thermique qui est libérée, elle est proportionnelle à la quantité de combustible qui brûle. Donc si vous arrivez à diminuer cette quantité de combustible, ça ne peut être que bénéfique. Mais je répète, il ne s'agit pas de supprimer totalement le sous-bois, il s'agit simplement d'éviter qu'il ne prenne une importance trop forte. Par rapport à la troisième question, et en lien avec mes deux premières réponses, la manière sylvicole de maîtriser ce sous-bois, c'est effectivement de limiter l'arrivée au sol de lumière, puisqu'on sait que c'est la lumière qui favorise l'extension des strates de ce type. Donc toute sylviculture qui permet de favoriser, d'encourager ce mécanisme est une sylviculture intéressante. Alors ça peut être la sylviculture à couvert continu, bien sûr, mais il y en a d'autres aussi. Ça peut être des sylvicultures de futaies régulières à couvert dense. Ça a le même résultat. Une question pour Christophe Barbe. D'après un rapport paru en novembre, publié par le CNPF, les feuillus, notamment tels que les chênes-lièges ou verts, sont plus inflammables que le pin maritime. Quelles autres essences utiliser en mélange dans de tels lieux où les sols sont très difficiles? Encore une fois, on le disait tout à l'heure, ce qui dicte ce qu'on plante en forêt, c'est le sol, c'est le sol, c'est le climat, et maintenant c'est le changement climatique. Donc il y a toute une panoplie de diagnostics climatiques, avec notamment des outils comme que nous avons développés type BioClimSol, qui permettent justement de voir quelle est la meilleure essence à introduire et à planter
dans une forêt. Après, chêne vert, chêne liège, pin maritime, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec aussi? Il y a toute une industrie qui découle, une économie aussi qui découle de ces plantations. Le chêne vert, c'est un peu compliqué des fois. Autre question, comment se passe l'après-incendie? Alors là aussi, ça sera suivant les conditions, la station. Si je parle un peu de PACA, par exemple, il y a un peu de relief. Donc quand il y a du relief, il faut faire attention à l'érosion, on l'a dit tout à l'heure. L'idée, voilà, c'est de mettre en place des fascines, hein, pour limiter l'érosion. Et ensuite, des fascines, c'est des sortes de petites banquettes, hein, pour limiter cette érosion. La première chose à faire, bien sûr, c'est d'enlever tout le bois brûlé, bien sûr, hein, c'est de débarrasser un petit peu la forêt, mettre ces petites banquettes, et ensuite observer ce qui repousse, et réfléchir un petit peu. Et l'idée qu'on a un peu dans le monde forestier, c'est voilà, essayer de voir dans les 2 ans, attendre peut-être 1 ou 2 ans pour replanter. Et après, peut-être dans d'autres régions, suivant le climat, suivant les essences, etc., on peut peut-être replanter plus vite si nécessaire. Donc, il est urgent d'attendre. Il faut attendre, il ne faut pas se précipiter en tout cas. Après, beaucoup de questions, de remarques sur, je pense, de personnes issues notamment des collectivités, de SDIS, sur comment amplifier la communication pour toute cette prévention, connaître ces gestes à éviter. Sachant que c'est chaque année, le ministère de l'écologie et le ministère de l'Intérieur lancent cette grande communication. Mais effectivement, je pense que tout le monde est concerné et chacun à son niveau a son rôle à jouer. Alors, sur les questions de communication, effectivement, l'État, le gouvernement lance chaque année des campagnes massives avant l'été d'information, de sensibilisation du public en général. Je pense que le premier message à bien faire passer, c'est celui que je disais en introduction, c'est que nous sommes tous concernés, nous sommes tous potentiellement exposés, j'allais dire, à accidentellement allumer un feu. Tout simplement parce que je disais tout à l'heure, ces allumages sont souvent le fait d'activités totalement anodines sur une très grande partie de l'année. Donc on n'imagine pas a priori que ces activités anodines puissent se transformer d'un seul coup en période estivale en activités à risque. Or c'est le cas. Ces activités anodines peuvent se transformer en période à risque, et c'est pour ça que tout le monde, en période à risque, en cause de mise à feu, c'est pour ça que tout le monde est concerné. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est que dans la communication, il y a cette question de sensibilisation générale, et puis après, j'insistais tout à l'heure là-dessus, c'est quand on a à peu près cerné les grandes causes fréquentes de mise à feu, là on peut aussi engager des communications beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus ciblées, sur des types d'activités, en s'appuyant là, par exemple, sur des relais professionnels, des organisations qui vont porter le message au sein de des acteurs qui font partie de ces organisations. Donc il y a le monde des travaux forestiers, il y a le monde des travaux agricoles, il y a les gestionnaires d'infrastructures dont certaines peuvent mettre effectivement accidentellement le feu, etc. Et donc là, on a des publics cibles qui ne sont pas le grand public en général, mais qui sont des publics beaucoup mieux identifiés, avec lesquels on peut travailler sur des actions d'information beaucoup plus ciblées, là, pour le coup. Vous voulez compléter ? Je compléterai juste un public cible, bien sûr, tout à fait. Et puis nous, au niveau du CNPF, hein, c'est aussi d'alerter le maximum de propriétaires forestiers sur l'aspect 1, gestion, et l'aspect prévention, de cette façon-là, tout à fait. Une question sur le risque incendie en montagne. Dans les Alpes du Nord, nous n'avons ni l'habitude des feux, ni des reliefs permettant des actions rapides et des dessertes forestières trop étroites pour les camions. Comment est géré le risque feu dans les montagnes des Alpes du Sud ? Et rajout d'Axel, puisque c'est elle qui pose cette question, nous avons en plus le risque éboulement à gérer après que les feux ont réduit à néant les forêts de protection. Alors effectivement, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la question du risque incendie dans les zones montagneuses, que ce soit les Alpes du Nord ou les Alpes du Sud, n'a pas été une question trop prégnante.
Et donc, l'aménagement du territoire en général, l'équipement du terrain, n'a pas pris la forme qui a été prise dans les secteurs où ce risque est connu depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, avec l'extension du risque d'incendie sur des zones nouvelles, il va falloir effectivement que l'ensemble des acteurs, en partenariat, on l'a dit tout à l'heure, se revisitent un peu cette question dans ces régions nouvelles par rapport à ce risque émergent. Alors là, on parle du cas de la montagne, mais on pourrait parler de la même façon de ce cas dans, par exemple, des grandes forêts périurbaines de l'Île-de-France, etc., etc. Donc on va avoir effectivement de risques d'incendie qui va apparaître dans des contextes et des situations qui aujourd'hui n'étaient pas connus. Et ça va nécessiter une mise à niveau, si je puis dire, des politiques et des actions des uns et des autres qui ne peut être faite que par une action collective et partenariale avec les services de l'État, les élus et les différents acteurs du territoire. Une question pour vous plutôt. Les groupes de certification FSC et PEFC sont une manière de regrouper les propriétaires. Peut-on en mesurer les effets sur l'incendie et est-ce que le CNPF fait la promotion active de cette certification? Je dirais pas que c'est pas des marques ou des labels de regroupement de propriétaires. Ils adhèrent à une même marque, que ce soit FSC ou PFC, et bien sûr le CNPF fait partie d'un des collèges de PFC, par exemple. Donc voilà, regrouper les propriétaires, pour moi, ça a une autre idée. Si on prend le cas de PFC, on regroupe, un propriétaire se certifie pour montrer qu'il y a une bonne gestion. Voilà. Le CNPF, lui, travaille en plus au fait de regrouper les propriétaires dans la gestion. C'est faire des plans de gestion concertés. Il y en a, j'ai travaillé sur des plans de gestion concertés avec le CNPF. En Ardèche, on a créé un PG concerté de plus de 1000 hectares avec plus de 100 propriétaires. Voilà, c'est ça le regroupement. Et ensuite, cette entité peut adhérer à une marque de certification. Question de Colline. Face au caractère inédit de ces feux récents, on a un peu abordé cette question, les outils DFCI n'ont-ils pas besoin de s'adapter vers des outils d'anticipation qui vont au-delà de la prévention? Alors, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Effectivement, à partir du moment où le système bouge, et il va bouger de manière assez dynamique avec le changement climatique, on a besoin de disposer d'outils d'anticipation basés notamment sur des modélisations. Alors les modélisations ne sont pas des outils qui sont faits pour décrire des certitudes futures, ce sont des outils qui sont faits pour décrire des scénarios futurs, des possibles, et commencer à réfléchir justement par anticipation par rapport à ces scénarios possibles. Il y a un domaine qui est bien connu, indépendant du risque d'incendie, c'est le domaine des scénarios du GIEC. On voit bien comment ça fonctionne. On a au départ un organisme qui fait référence, qui émet un certain nombre de scénarios, d'hypothèses, et face à ces scénarios, ces hypothèses, les conséquences qui en découlent, les pouvoirs publics, les acteurs s'emparent, se saisissent de ces modèles, de ces simulations, de ces hypothèses, en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se préparer à telle ou telle situation. Là, c'est un petit peu la même chose. Et là, le rôle des chercheurs qu'on évoquait tout à l'heure, on n'a pas trop parlé, mais je voudrais insister un peu là-dessus. Le rôle des chercheurs qui travaillent sur ces questions d'anticipation climatique, sur ces questions de simulation de ce que pourraient être les futurs possibles au regard de ces évolutions climatiques, leur rôle là est extrêmement important et les services opérationnels que nous sommes se nourrissent finalement de ces hypothèses, de ces modélisations, de ces simulations pour justement réfléchir en anticipation. Une question là sans doute plutôt pour Albert Maillet de l'ONF, mais n'hésitez pas. Doit-on s'attendre, on parle de l'été prochain, à une restriction d'accès au massif de plus en plus stricte et notamment pour les activités de nature? Alors, il existe aujourd'hui, ça c'est pas une nouveauté, il existe aujourd'hui effectivement déjà dans le sud-est des systèmes de restriction d'accès dans les massifs forestiers en cas de risque très sévère. Ce ne sont pas des systèmes
Alors premièrement, ce sont des systèmes qui sont à la main des préfets, donc ils sont définis département par département, ce ne sont pas des systèmes génériques, hein, et qui sont tous basés sur, je dirais, la bonne adéquation risque-réaction. Il ne faut ni sous-réagir, ni sur-réagir. C'est pour ça que ça a été laissé à la main des préfets, pour que la prise en compte des caractéristiques de chaque territoire puisse être optimisée. Mais effectivement, dans ce cadre-là, les mesures ponctuelles ou un peu plus durables de limitation d'actions massives peuvent être prises. Elles ont deux fonctions, ces limitations de mesures d'accès. C'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de mises à feu qui sont des mises à feu accidentelles. Donc, si vous limitez l'entrée de l'homme en forêt les jours de très très grands risques, par exemple les jours de très grand vent avec une sécheresse forte, mais mécaniquement vous allez limiter la probabilité d'avoir une mise à feu accidentelle. Ça c'est sur l'aspect mise à feu. L'autre aspect, c'est que quand on est sur des journées à risque très fort, si des incendies se déclarent, il vaut mieux avoir pas trop grand nombre de personnes dispersées et disséminées dans une forêt pendant qu'un feu se déclare, parce qu'on n'évacue pas une forêt comme on évacue un bâtiment en flammes. Donc voilà les deux raisons qui font que ce type de mesure, oui, peut être prise. On va seulement rajouter qu'il y a un site internet qui permet de suivre ces interdictions d'aller en forêt. Hein. Et je reviens sur l'aspect trop de monde. Ce site internet, je ne l'ai pas en tête, mais il existe. Et on peut suivre voilà, les différentes couleurs hein, de ces massifs. Et puis sur l'aspect, voilà, éviter d'avoir trop de monde en forêt et sur les routes. En PACA, il y a certaines routes, certains secteurs où il y a des routes sont très, très, très étroites. S'il y a un feu, ça peut faire de grands dégâts humains. Une question de Christine. On l'a déjà dit tout à l'heure que des feux à répétition, ça devient compliqué pour la forêt de se régénérer. Comment prend-on en compte ce facteur de risque donc, le facteur répétition, il se gère comme le facteur éclosion, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie, elle consiste à travers des actions sur les causes de mise à feu, de faire en sorte que la probabilité de mise à feu soit la plus faible possible. Ça, c'est la première étape. Et là, je répète, c'est l'affaire de tous. Ensuite, deuxième étape, si la mise à feu se produit, l'élément de la stratégie française, c'est d'intervenir le plus vite possible sur le feu naissant pour qu'il n'ait pas le temps, pour le tuer dans l'œuf, pour qu'il n'ait pas le temps de prendre une extension importante. Et puis si cette étape-là échoue, on passe à l'étape suivante, qui est l'étape de la lutte traditionnelle auquel les gens pensent spontanément. Et donc c'est finalement le niveau d'efficacité des deux premiers maillons qui va faire que la période de retour sera la plus faible possible. Voilà. On va prendre les deux dernières questions. Je commence par celle d'Aurore. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les plans de prévention contre les risques incendies, les fameux PRIF, sont-ils un outil efficace ? Tout à fait, je pense oui, tout à fait. Ces outils en fait définissent à l'échelle d'une région, d'un département ou plus localement, hein, suivant leur portée, définissent les moyens qui permettent de protéger la forêt. Je parlais des pistes, des serres, des points d'eau, etc. Donc oui, tout à fait. Si je peux rajouter un élément, ce qui est important aussi dans ces documents, ça a été dit tout à l'heure, c'est que l'incendie ne connaît pas les limites de propriété, c'est une affaire de territoire. Et donc, quand on veut gérer ce type de risque sur un territoire, on a tout intérêt à avoir une réflexion collective. Et ce type de document est un excellent support pour favoriser, j'allais dire, ce type de réflexion collective. Oui, où il reprend cette dimension partenariale. Et la dernière question, et je pense que c'est une belle question pour la fin et pour clore ce webinaire, c'est une question de Catherine. Que faisons-nous pour éviter un nouvel épisode pour l'été 2023 ? C'est une bonne question et je répondrai en disant soyons tous des citoyens responsables, conscients du fait que les mises à feu, c'est notre problème et que donc c'est à nous de le résoudre collectivement. Je ne dirais pas mieux. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Merci à tous. Et il fait l'objet d'un enregistrement qui sera mis en ligne dès demain sur notre site onf.fr. Vous pouvez le signaler aux personnes qui n'ont pas pu
assisté ce soir. Un grand merci, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.